Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après 3 ans de violences meurtrières dans le chaudron de la crise anglophone, le président de la République dévoile son ambition d'octroyer un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tel que recommandé lors du Grand Dialogue National. Paul Biya l'a fait savoir lors du Forum de Paris sur la paix et la sécurité. Cependant, ces propos sont loin de rassurer des sénateurs et députés SDF. Ils ont boycotté l'ouverture de la session parlementaire de novembre 2019 pour protester contre l'organisation des élections dans un contexte de guerre. Et vous suivrez dans ce journal, au-delà des régions anglophones, la folie meurtrière de Boko Haram continue de décimer et de traumatiser des familles à l'extrême nord du Cameroun. C'est un grand reportage à suivre au cœur de ce journal. La cité capitale prise de panique durant toute la journée en raison des mouvements d'humeur des conducteurs de mototaxis. Ils ont bloqué certaines artères de la capitale. La mobilisation des autorités administratives a permis de pouvoir calmer les esprits, mais pour autant, le problème de fond demeure, à savoir l'encadrement des conducteurs de mototaxis considérés comme les rois du désordre urbain. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Lors du Forum de Paris sur la paix et la sécurité, le président de la République a tenu à poser sur la table la question de la gouvernance africaine et sa participation au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'a eu que 2 minutes pour pouvoir exprimer ses propos liminaires dans ce panel qui était donc avec comme modérateur Mo Ibrahim, le président de la République, chef de l'État du Cameroun, a tenu à pouvoir synthétiser ses propos concernant la position du Cameroun sur la gouvernance africaine et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous invite à suivre le chef de l'État. United Nations, we are not represented, correct? We all agree or disagree? Mr. President. If you can speak in the mic, please. No, speak here. We. Yeah? No, it's okay, speak, we can hear. We can hear, yeah. Speak here. Understand me? So I am completely embarrassed because I brought some words to say. I would like to do this. Yes, Mr. President, you want to make a statement? Please. 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes, Mr. President. I know you are a president, but here we are all equal. If you don't mind, I hope you don't mind. This is civil society organization. For a moment, we are bosses. Bon. Please. Bon. Monsieur le Président, Madame, do you understand me? Yes. Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Mohamed Ibrahim, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, pour l'heureuse initiative et l'excellente organisation de cette seconde édition du Forum de Paris sur la paix, ainsi que pour l'accueil chaleureux et les attentions dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis notre arrivée. Qu'il me soit également permis d'exprimer mon appréciation à la Fondation Mo Ibrahim et à son président pour son engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance, du leadership et du développement en Afrique. En effet, le prix Mo Ibrahim et l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine se sont imposés au fil du temps comme des références internationales dans l'évaluation du leadership. En outre, la montée en puissance du populisme et de l'unilatéralisme
couplé à un pessimisme grandissant relativement à la capacité des Nations Unies à apporter des réponses adéquates aux problèmes des populations et aux crises aiguës qui menacent la planète, font douter de la pertinence de cette organisation dans un monde en proie de nombreux bouleversements. Devant l'inefficacité... I think because of time, you say something here about international organizations. Yes. Alors, je veux... Have a discussion. Oui, alors pour les organisations internationales, j'ai quelques idées. Nous pensons qu'on doit poursuivre la réforme du Conseil de sécurité et porter le nombre à 26, dont 2 États avec bois de béton, 2 États permanents. Do we all agree that really, as a South, we are not well represented? Le président de la République du Cameroun s'est également exprimé sur la crise anglophone après 3 ans de guerre ayant engendré plus de 2000 morts, 500 000 déplacés, 40 000 réfugiés et 800 000 enfants déscolarisés. Le chef de l'État reconnaît la complexité du problème anglophone et du système biculturel du Cameroun. Lors de ces échanges, il a annoncé son intention d'octroyer un statut spécial à ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, tel que recommandé lors du grand dialogue national. Je vous invite à suivre une attitude du chef de l'État durant ce forum de Paris sur la paix et la sécurité. L'histoire de mon pays, Monsieur le Président, est compliquée. Nous avons été d'abord colonie allemande, ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies et celles-ci ont été partagées entre la Grande-Bretagne et la France. Et mon pays a été divisé. Une partie était sous colonisation britannique, l'autre sous colonisation française. Il en est résulté une juxtaposition de culture et de civilisation qui rendent les choses assez délicates. Bon, on a tout fait pour mettre à égalité les 2 langues, les langues anglaise et française, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique, mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone, qui était celui de la majorité du peuple, 80%. Mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité. Et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Je voulais simplement ajouter que cette volonté de réforme qui a surgi dans la communauté internationale concernant le Conseil de sécurité, nous voulons la voir agir aussi dans les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale, parce que ces institutions ont été créées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a changé depuis. Et il faut tenir compte des nouvelles entités qui participent maintenant à la vie internationale, et je pense à l'Afrique. Et donc, Les atrocités et les meurtres perpétrés dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas laissé indifférents 50 personnalités de renommée internationale. Il s'agit des intellectuels, écrivains et avocats des droits de l'homme qui ont adressé une lettre ouverte ce mardi au président français Emmanuel Macron
afin qu'il renforce son engagement en faveur de la résolution de la crise anglophone au Cameroun. Ils exhortent la France à utiliser son influence considérable sur le gouvernement du président Paul Biya dans le but d'encourager le Cameroun à se rallier ouvertement au pourparlers de paix conduit par la Suisse. Pour ces intellectuels, écrivains et avocats des droits de l'homme, le récent grand dialogue national tenu à Yaoundé n'a pas abordé de manière adéquate les causes profondes du conflit et n'a pas su mettre fin aux atrocités dans les régions anglophones, ni produit une solution politique acceptable ou viable pour ces deux régions du Cameroun. Selon ces acteurs de la société civile, les pourparlers menés par la Suisse semblent désormais être le seul moyen pour parvenir à une solution politique appropriée, et ce par le biais d'une table de négociation inclusive. Dans cette lettre ouverte, ces intellectuels et avocats des droits de l'homme interpellent la conscience morale de la France en déclarant, je cite, « Nous croyons que la France ne souhaite pas se rendre complice d'un autre génocide en Afrique après le Rwanda. Veuillez promouvoir vivement les pourparlers suisses afin que la violence crapuleuse puisse cesser immédiatement et que la normalité revienne au Cameroun. » Fin de citation. C'est une lettre ouverte adressée au président français Emmanuel Macron au moment où le chef de l'État du Cameroun participe au Forum de Paris sur la paix et la sécurité. Et la session parlementaire de novembre 2019 s'est ouverte sur fond de boycott du SDF. Les députés de ce parti politique ont brillé par leur absence à l'hémicycle, un signe de protestation qui n'a pas empêché le président de l'Assemblée nationale à se féliciter de la tenue du grand dialogue national, tout en invitant les autres parlementaires à examiner avec minutie les projets de loi attendus durant cette session parlementaire. Compte rendu, Guy Zogo. Des sièges vides dans le coin du SDF, tout juste à la gauche du perchoir, occupé par Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale. C'est le signal fort que le parti de Ni John Frundi a envoyé en boycottant la séance d'ouverture de la session de novembre à l'Assemblée nationale. Absent, ayant donc le dolis, le SDF s'est attiré les remontrances du RDPC. C'est la politique de l'autruche. Quand on ne veut pas résoudre les choses, quand on ne veut pas les voir, on met la tête dans le sable. Que le SDF vienne, qu'on discute, qu'il nous aide à mettre en place. Le SDF est un acteur de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est un lieu de discussion qui rassemble les différents partis politiques représentatifs de la nation. Un peu de tristesse, ils ont été là, c'est des collègues, c'est des camarades, on ne comprend rien, donc subitement c'était une surprise pour nous de ne pas les rencontrer sur les bancs. Nous sommes habitués toujours à leur coup de gueule, on croyait que cette fois-ci aussi que les annonces ne devaient pas suivre par des actes. Pour sa part, dans son discours qui a ignoré le boycott du SDF, le président de l'Assemblée nationale s'est d'abord appesanti sur les suites du dialogue national en félicitant le Premier ministre. Mr. Prime Minister, Head of Government, congratulations for the job well done. Dans la foulée, au sujet du budget 2020, il a résumé comme devant donner les moyens à Paul Biya de tenir ses engagements. Le budget 2020 doit permettre au président Paul Biya de poursuivre la mise en œuvre des engagements pris devant le peuple camerounais le 6 novembre 2018 à l'occasion de sa prestation de serment pour le septennat des grandes opportunités. Mais d'autres attentes sont aussi relevées du côté des députés, notamment au sujet de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous attendons, moi particulièrement, j'attends les textes relatifs découlant des résolutions du grand dialogue national. De plus, élection du 9 février prochain oblige, d'aucuns se voient bien rempilés. On va se soumettre au verdict du peuple. Je suis candidat à ma propre succession. Maintenant, au peuple, le grand patron, véritablement de décider. Où on a bien travaillé, ils vont nous reconduire avec satisfaction. Ou les uns et les autres, si on a mal travaillé, ils vont nous sanctionner. En ce qui me concerne, je pense avoir fait mon devoir. Tout mon devoir et rien que mon devoir. Dans le chapitre des perspectives, il est annoncé le lancement du chantier de construction du siège de l'Assemblée nationale à hauteur de 54 milliards de francs CFA, entièrement financé par la Chine.
Après l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est sensiblement le même mot d'ordre de boycott qui a été observé au Sénat. Les parlementaires SDF ont choisi la politique de la chaise vide pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'entêtement du président de la République, organiser les élections législatives et municipales dans un contexte de guerre et d'inertie dans la mise en application du grand dialogue national. À ce propos, je vous invite à écouter un sénateur SDF, Vanigasen Moligshige, qui revient sur les raisons de leur absence à l'ouverture de la session parlementaire 2019 du mois de novembre 2019. C'était pour marquer notre désaccord, la manière, n'est-ce pas, de gérer notre pays qui est en crise et qui est en guerre civile. Vous n'êtes pas sans ignorer la situation qui prévaut dans les deux régions dites anglophones. Quand le SDF a toujours parlé de ces problèmes, mais les pouvoirs n'avaient pas prêté une grande attention. Mais finalement, quand ils ont accepté qu'il y a problème, qu'il faut discuter, qu'il faut avoir le dialogue, nous avons accepté de participer. Après, qu'est-ce que nous avons eu? Il y a eu des résolutions, mais un mois après le grand dialogue, il n'y a plus suite. Ni en ce qui concerne le statut spécial pour les deux régions, ni les autres résolutions qui devaient aider, n'est-ce pas, à calmer les esprits. Mais qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a convoqué le corps électoral pour les élections. Mais est-ce que les élections peuvent valablement avoir lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest? Comment même les candidats peuvent composer les dossiers quand il n'y a ni administration, ni ELECAM dans toutes les régions, les deux régions? On avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, ce problème nous a assommés. Cherchons comment résoudre ces problèmes pour créer la cohésion nationale. Quand vous allez aux élections, vous savez très bien que les administrateurs qui ont même le courage de se déplacer en blindé, voiture blindée. Nous, les sénateurs, nous n'avons pas même ces voitures blindées. Les électeurs, les candidats, ils vont faire comment? Ça va se passer comme on a vécu pendant les élections présidentielles? Non. Cette escalade des tensions observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a poussé ELECAM à revoir son dispositif d'enregistrement des dossiers de candidature. Pour ces deux régions, les dossiers peuvent être déposés exceptionnellement dans les agences départementales d'Election Cameroun dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le directeur général des élections qui le fait savoir dans un communiqué. Il précise que les délais de réception des 10 dossiers n'ont pas changé. Le directeur général des élections, Eric Essousset, précise que les dossiers de candidature sont attendus jusqu'au 25 novembre 2019 à minuit. En ce qui concerne l'élection des députés, les dossiers de candidature doivent être déposés à la direction générale d'ELECAM et dans les démembrements départementaux dans les autres régions du Cameroun. S'agissant de l'élection des conseillers municipaux, les dossiers doivent être déposés dans les antennes communales d'ELECAM. Pour les autres 8 régions du Cameroun, seules les régions anglophones où les dossiers doivent être déposés dans les agences départementales d'ELECAM dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et quelle est l'ambiance à la direction régionale d'ELECAM pour le littoral, alors que le corps électoral a été convoqué pour les élections législatives et municipales prévues le 9 février 2020. Jusqu'ici, aucun dossier de candidature n'a été reçu dans les antennes communales d'ELECAM ou encore dans ces démembrements départementaux. C'est le constat que font nos reporters Steve Eboulé et Sylvestre Zangaou dans ce reportage. À la délégation régionale d'ELECAM du littoral, au quartier Bonantone à Douala, le délégué Emmanuel Kwadika et ses équipes attendent d'éventuels candidats qui viendraient déposer leur dossier pour les élections municipales ou législatives. Une mobilisation normale, vu qu'ici, l'on s'était déjà préparé à la convocation du corps électoral par le président de la République. Nous sommes en permanence en train de contrôler le matériel électoral, en permanence en train de contrôler les centres de vote, les bureaux de vote, pour nous assurer que nous ne soyons pas surpris. Maintenant, au lendemain de la convocation, nous déclenchons tout de suite le processus qui permet déjà pour nos structures d'accueillir les candidats, les municipales,
les dossiers de candidature sont déposés et reçus dans nos antennes communales. Et puis nous avons les législatives. Les dossiers de candidature à ce niveau-là sont déposés dans les agences départementales ou bien à la Direction générale des élections. 3 jours après la convocation du corps électoral, aucun candidat ne s'est encore signalé à Elécam dans le littoral. Selon des informations qui reviennent de différents partis politiques qui comptent présenter des candidats, l'heure est encore aux concertations en interne et à la composition des dossiers à déposer au plus tard, le 25 novembre prochain, à minuit. Lesquels dossiers doivent répondre à des critères précis. On doit retrouver un extrait d'acte de naissance, on doit retrouver un certificat de nationalité, le bulletin numéro 3 datant de moins de 3 mois, on doit retrouver... la loi parle de certificat de non-imposition. Il est clair que le ministre des Finances, depuis l'an dernier, a pris une décision qui permet d'obtenir plutôt la non-redevance, qui est acceptée. Et donc, on doit aussi retrouver dans ces dossiers l'investiture du parti politique. Il n'y a pas de candidat indépendant pour ces élections-là. On doit retrouver l'attestation d'inscription délivrée par Elections Cameroun. Pour les municipales, je vais ajouter quoi? L'attestation de résidence, qui certifie qu'on est résident depuis plus de 6 mois dans la circonscription où on se présente. Il y a la considération du genre, mais il y a aussi les composantes sociologiques. C'est 2 conditions que la loi exige. Il faut déposer la caution au niveau des impôts. Pour les conseillers municipaux, c'est 50 000 francs. Pour les candidats aux législatives, c'est 1 million de francs. Après la présidentielle de 2018, Elécam est à nouveau face à ses responsabilités, cette fois pour un double scrutin. Dans le littoral, les responsables de cet organe affirment qu'il n'y aura que quelques détails à régler pour l'organisation de ce double scrutin. La région du littoral est déjà à environ 3000 bureaux de vote. Donc on peut dire qu'il n'y a pas un grand changement par rapport à 2018, mais il y a tout de même une petite dizaine, une petite vingtaine de bureaux de vote qui se sont ajoutés. Il y a du matériel que nous avons en stock qui, dans certaines circonscriptions, peut suffire complètement. Il y a d'autres circonscriptions où il y a des rajouts à faire. Les jours s'égrènent et Elécam attend les dossiers des candidats, dont certains par le passé ont souvent été adeptes de la dernière minute. Dans le reste de l'actualité, c'était la panique totale dans la cité capitale. Des conducteurs de moto-taxi ont manifesté leur colère à Yaoundé. Ils ont bloqué plusieurs artères de la ville de Yaoundé pour dénoncer l'interdiction de circulation dans le centre urbain. Les autorités administratives ont eu du mal à calmer les esprits surchauffés de ces conducteurs de moto-taxi. Reportage avec Cyril. Lieu dit Carrefour Mec à Yaoundé, des conducteurs de moto-taxi mènent un mouvement d'humeur. Ils s'insurgent contre l'interdiction de circuler au centre-ville et sur les voies principales des 7 arrondissements de Yaoundé. On ne peut pas nous demander de venir d'un Colbison, venir déposer sur rond-point Mec. Le client ne s'arrête pas au rond-point, le client pas à Moko, le client pas partout. Demandez à ce qu'on ne parte pas à la poste centrale. Un peu dans le centre-ville, dans le ministère. Dans les ambassades, on peut comprendre. Mais s'il faut qu'on s'arrête ici, ça ne peut pas fonctionner. La descente sur le terrain du sous-préfet de Yaoundé 2e n'a pas suffi à calmer les ardeurs des conducteurs de moto-taxi qui crient de plus belle. Il faut qu'on paie les impôts à Yaoundé. On doit travailler partout. S'il n'a pas les impôts qu'on ne va pas payer, on va comprendre. On va même travailler dans le quartier, on ne paie plus les impôts. Au quartier Tsinga et à Mokolo, les bensikineurs, comme on les appelle, sont également descendus dans la rue. À l'aide des roues de voitures et de pierres, ils ont posé des barricades pour empêcher aux autres usagers de la route de circuler. C'est en fin de semaine dernière, au terme d'une réunion avec des représentants de syndicats, que le préfet du département du Mfunzi et le gouverneur de la région du Centre ont annoncé la fin de la récréation. Qu'on accepte à respecter les lois et les règlements de notre pays. Vous êtes en train d'abuser ça. Ça ne peut pas continuer. Je dis que ça ne peut pas continuer. Le désordre a atteint la côte d'alerte à Yaoundé et il faut, comme vous le disiez, que ça change. Les conducteurs de moto-taxi, cependant, justifient leur activité par le chômage et la misère ambiante au Cameroun.
Si aujourd'hui le gouvernement décide de nous donner l'emploi, il n'y aurait personne sur les motos. Les motos vont s'arrêter à cet instant. On a des familles, on a des femmes, on a des enfants. Nous sommes en location. Et nous allons faire comment s'il faut accepter ces histoires qu'on ne doit pas traverser ici pour Mokolo. On doit juste s'arrêter dans les périphériques. La mesure d'interdiction de circuler au centre-ville et sur les voies principales des communes d'arrondissement prenait effet ce 12 novembre. Il aura fallu un déploiement impressionnant des forces de l'ordre dans divers carrefours de la ville de Yaoundé pour calmer les ardeurs des conducteurs de mototaxi. Je vous le disais en titre, à l'extrême nord du Cameroun, des populations sont en détresse et en colère, notamment celles qui résident dans le Mayo Moskota. Là-bas, la folie meurtrière de Boko Haram continue de décimer des populations et traumatiser plusieurs familles. Elles ont manifesté contre l'insuffisance d'un dispositif sécuritaire pour contrecarrer les attaques terroristes de Boko Haram. Reportage Nadine Gwanfo, Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Dans la localité de Mayo Moskota, les populations sont choquées et même traumatisées par l'ampleur des exactions perpétuelles de Boko Haram. Ces jours-ci, des adeptes de la secte islamiste ont incendié des habitations et tout saccagé sur leur passage. Avant-hier et hier, toutes nos maisons ont été brûlées. Les boutiques sont cassées. Depuis le début de cette année 2019, on a enregistré plus de 300 morts dans notre village. Et en plus de cela, il y a plus de 500 enlevés. Je dis 500 enlevés dans notre village. Ce n'est pas un nombre vraiment qu'on peut minimiser. Dans leur massacre, ils ont aussi tué des chefs de famille et laissé des orphelins, sans espoir d'une vie meilleure. On ne peut même pas fréquenter, on dort toujours dehors. Nos pères sont tués, on ne parvient même pas à dormir chez nous, on dort toujours sur les montagnes et dans la brousse. Depuis des mois donc, femmes et enfants fuient le village à la tombée de la nuit pour dormir à la belle étoile, à la merci des intempéries. On a nos mamans, les veuves, avec les enfants, elles sont enceintes. Mais quand 16 heures sonnent, je vous assure, quand vous voyez ces femmes-là, vos larmes vont couler. Il y a des mamans qui se promènent avec des enfants, 6 à gauche, 6 à droite, avec les bagages sur la tête et autres. Et notre père est mort. Il est resté seulement que notre mère, donc c'est pas facile pour notre mère de nous nourrir. Et il n'y a même les soldats pour venir nous sécuriser ici à Moskota, il n'y en a pas. Dans sa folie dévastatrice et meurtrière, Boko Haram a cambriolé le centre de santé du coin, emportant tout un stock de médicaments. Avant ça, ils étaient d'abord ici. Mais ils n'ont pas cassé la pharmacie. Depuis ce temps, on a donc eu peur. Et on ne garde pas. Donc on travaille jusqu'à 18 h, on rentre demain matin. Même les malades qui viennent là, on n'interne pas, on ne les laisse pas dormir ici. On leur demande de rentrer. Le lendemain, ils reviennent. Si c'est un cas vraiment grave, là, nous on réfère. Sans la plus petite unité de force de défense et de sécurité, les populations du Mayo Moskota sont dans la rue pour décréter un deuil collectif et dénoncer l'indifférence des autorités administratives et le silence du gouvernement de la République. Mayo Moskota ou bien Moskota, ce n'est pas une partie du Cameroun. On est oublié, on est abandonné. On dit que les Boko Haram sont finis. Vraiment, je vous assure, les Boko Haram ne sont pas finis. À elle seule, la localité de Mayo Moskota compte 78 orphelins de père, 19 écoles fermées, des centres de santé détruits, plus de 5000 têtes de cheptel massacrées. Sur le plan cheptel, je pense qu'on peut commencer de 5000 à 10 000 têtes. Je n'ai pas les chiffres exacts, peut-être que le service de l'élevage pour vous donner, mais nous sommes vraiment asphyxiés sur ce côté. Quand il faut voir les moutons, c'est encore plus important. Et sur les 57 villages du Mayo Moskota, 51 ont été complètement rasés de la carte géographique de Mozogo, un des arrondissements du département du Mayo-Tanaga, dans la région de l'extrême nord Cameroun. À un mois des fêtes de fin d'année, un grave incendie s'est déclaré au marché Mbopi dans la cité capitale économique du Cameroun. Le marché Mbopi où les flammes ont ravagé plusieurs boutiques et les soldats du feu ont eu du mal à pouvoir accéder
à l'espace où l'incendie s'est déclaré, bouches d'incendie également qui n'ont pas facilité la tâche aux sapeurs-pompiers. Le récit des faits avec Michel Ngachou, Mitterrandam et Innocent Abega. Les flammes ardentes dévastent tout sur leur passage, sous le regard impuissant des commerçants, essayant tant bien que mal d'étouffer les flammes avec les moyens de bord dans un premier temps. Les flammes consument à une vitesse impressionnante les marchandises et les nombreuses installations de ce marché. Avec l'arrivée prompte de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et celles de l'aéroport, c'est une véritable croisade contre les flammes qui résistent au jet d'eau saccadé. Un autre renfort est celui du port autonome de Douala. Cette force coalisée vient à bout des flammes après 1 heure de combat. Moins de 24 heures après, les sapeurs-pompiers présentent la situation. Alors quand on arrive, il y a tous ces boutiques-là qui étaient déjà embrasés. Et quand le premier véhicule qui est arrivé constate que tout est embrasé, il demande le renfort. C'est comme ça qu'on envoie rapidement le renfort pour venir essayer de sauver la situation. Parmi les difficultés, la promiscuité dans ce marché avec les câbles électriques et l'accès qui n'a pas été évident pour les équipes d'intervention. Ce n'est pas la première fois que les flammes dévorent le marché situé dans le premier arrondissement de la ville. On continue à s'interroger sur ce qui brûle les marchés à Douala. Au lendemain de ce énième incendie survenu au marché Mbopi, les pertes matérielles sont évaluées en centaines de millions de francs CFA. Les commerçants parlent de 40 boutiques consumées par les flammes. Les sapeurs-pompiers estiment que le bilan est de 20 boutiques qui ont été détruites à la suite de cet incendie. Sur les causes de ces flammes qui ont ravagé une partie du marché Mbopi, Decamps pointe du doigt le retour brusque de l'énergie électrique dans cet espace marchand. Reportage, Steve Eboulé et Gladys Sidi. Au lendemain de l'incendie qui s'est déclaré ici au marché Mbopi, les commerçants sont arrivés sur place pour constater eux-mêmes l'ampleur des dégâts. Et juste derrière moi, on a encore une équipe des sapeurs-pompiers qui s'active parce que très tôt ce matin, on avait encore les flammes qui s'échappaient de cette boutique dans laquelle étaient installés des appareils électroménagers. Les commerçants nous font savoir qu'une quarantaine de boutiques seraient parties dans cet incendie. Nous avions énormément perdu. La boutique que vous aviez en face de vous, c'est notre boutique. Elle est 2 en 1 et nous avions tout perdu dedans. Nous vendons des groupes électrogènes, des télés, des plasmas, des régulateurs de tension, électronique, électroménagère. Tout est allé en feu. On n'a pas pu sauver un seul grain. Tout est parti en feu. Nous évaluons, nous sommes ici à plus de 50 millions. C'est l'un des magasins les plus costauds ici parce que c'est 2 en 1. Donc on m'a appelé hier soir à partir de 21h. Et j'ai couru comme je pouvais parce que je pensais que je pouvais sauver quelque chose parce que la boutique, voilà, c'est les appareils électroniques, plaques à gaz et autres. Donc, je suis arrivé ici hier soir, constater que la boutique était calcinée. On n'a même pas pu sauver quelque chose. On peut estimer même à 15 millions. Hein. 15 millions, ça c'est juste estimatif parce qu'il venait juste de faire les achats. Donc il a fait les achats lundi que le feu a commencé. Donc, et aussi c'était un magasin. Des installations électriques ont dû être détruites afin de favoriser l'accès à ce marché. L'équipe de sapeurs-pompiers également nous fait savoir que le véritable problème dans ce marché, c'est l'accès. Ils ont dû se battre d'abord pour pouvoir avoir accès au lieu même de l'incendie afin de combattre les flammes qui malheureusement s'étaient déjà propagées. C'est autour de 20h, 20 minutes qu'on a reçu l'appel, on a dépêché le premier engin pour venir voir ce qui se passe. Forcément, quand il arrive, il constate que tout ce que vous voyez derrière vous comme boutique était déjà totalement embrasé. Vous savez, les interventions les plus difficiles pour nous, c'est sur la nuit. Pourquoi? Parce que l'incendie est découvert peut-être tardivement. Alors quand on arrive, il y a tous ces boutiques-là qui étaient déjà embrasés. Et quand le premier véhicule qui est arrivé constate que tout est embrasé, il demande le renfort. C'est comme ça qu'on envoie rapidement le renfort pour venir essayer de sauver la situation. C'est les dispositions constructives qui ne sont pas respectées, qui nous empêchent de se mouvoir ou de bien travailler, si on peut dire ça simplement. Pourquoi? Parce que pour un feu comme celui-ci, on appellera ça un petit feu banal qu'on pourrait vite éteindre. Mais maintenant, on passera du temps à lutter contre l'accès que le feu lui-même.
Depuis lundi soir, l'électricité et la lumière sont de retour dans le centre-ville de Douala après l'incendie survenu dans un poste électrique de Deido, entraînant l'explosion d'un transformateur et endommageant d'autres équipements importants. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie s'est rendu sur le site pour évaluer les travaux effectués par les équipes de la Société nationale de transport de l'électricité. Je vous propose d'écouter Gaston Elundu Essomba, ministre de l'Énergie et de l'Eau, sur les travaux qui ont été effectués et le retour de la lumière dans la capitale économique du Cameroun. Le site a connu un incident, ce site qui comprend 2 transformateurs, un de petite capacité et un autre de grande capacité. Nous avons perdu le transformateur de petite capacité. Et celui de grande capacité qui est opérationnel, qui est d'ailleurs plus jeune, permet de ravitailler l'essentiel des ménages et des agents économiques qui prennent l'énergie à partir de ce poste. Donc au niveau des populations de Douala, il n'y a pas d'impact. Nous perdons la sécurité N-1 au niveau du site et les dispositions seront rapidement prises pour mettre un nouveau transformateur ici. Et celui-là sera de capacité beaucoup plus importante. Donc on peut dire aux populations de Douala qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'approvisionnement en énergie électrique. C'est un incident comme tous les autres. L'incident a été maîtrisé et la Sonatel est en train de prendre toutes les mesures pour que la qualité du service reste la même. En vue d'apaiser le climat social au Cameroun, le Conseil national de la communication est à Douala pour sensibiliser les hommes et femmes des médias sur la nécessité de préserver la paix et l'unité au Cameroun en barrant la voie au discours à caractère tribal et stigmatisant des communautés, telles que souvent observé dans certains médias au Cameroun. Le CNC a réuni une trentaine de professionnels des médias afin de les édifier sur leurs responsabilités sociales. Au cours des échanges, l'organe de régulation des médias a saisi l'occasion pour dénoncer certaines dérives professionnelles érigées en règle dans la presse camerounaise. Le programme du CNC prévoit une visite dans certains organes de presse installés dans la capitale économique du Cameroun. Je vous invite à suivre le vice-président du CNC, Janvier Renaud Voto, qui s'exprime sur les enjeux de la visite du CNC à Douala. Nous l'écouterons dans une prochaine édition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Forum de Paris sur la paix et la sécurité. Paul Biya a appelé à s'exprimer sur les enjeux sécuritaires dans le pays du Sud. À une question posée par Mo Ibrahim, modérateur de ce panel, le chef de l'État s'est fait aider par la secrétaire générale de l'OIF pour que la question lui soit traduite en français. Et ensuite, il a évoqué l'histoire du Cameroun, comment à l'époque coloniale, le pays a été sous la colonisation allemande, française et même anglaise. Le président de la République est allé plus loin, estimant que le problème anglophone est un problème complexe, ainsi que son système biculturel. Il a également annoncé sa volonté de pouvoir mettre en place un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont les propos du président de la République durant sa participation à ce panel dans le cadre du Forum de Paris sur la paix et la sécurité. Interdiction de circuler pour les conducteurs de mototaxis dans le centre-ville de Yaoundé. L'autorité administrative durcit le ton. Malgré ce durcissement de ton, vous avez écouté ces conducteurs de mototaxis. Ils demandent à avoir de l'emploi pour abandonner cette activité. Sinon, ils comptent bel et bien continuer à pouvoir faire du transport des passagers dans certains axes de la cité et capitale. Ils s'insurgent contre le fait que la zone de circulation se limite dans les périphéries de la ville de Yaoundé. Ceci crée un manque à gagner selon eux. Pourtant, les autorités estiment qu'il faut lutter contre le désordre urbain et l'insécurité dans la cité capitale afin de promouvoir l'embellissement de la ville de Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de Equinox, du journal de Cédric Nouffelé. On se retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. C'est donc l'essentiel. Equinox Soir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.